cardiovasculaire. Kandi est ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire dédié à une thématique importante dans la prise en charge du risque cardiovasculaire. Nous vous remercions de nous avoir rejoints et aussi c'est un honneur pour nous de compter parmi nous aujourd'hui un expert éminent qui est professeur Jean-Claude Desharous. Le professeur Desharous, c'est un spécialiste reconnu en cardiologie ayant consacré de nombreuses années à la recherche et à la pratique clinique. Aujourd'hui, Inch'Allah, il va partager avec nous son expérience sur la rosuvastatine, cette molécule qui a démontré son efficacité dans la réduction des risques cardiovasculaires. Nous aurons l'occasion d'explorer les recommandations actuelles pour son utilisation. Et à la fin de la communication, nous vous encourageons à poser des questions et votre engagement et vos contributions permettront de tirer le meilleur parti de cette session. Alors, sans plus tarder, je passe la parole au professeur Jean-Claude Desharous. Professeur, c'est à vous. Bonsoir, merci beaucoup de me donner l'occasion d'intervenir. Je salue tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Je sais que vous êtes connectés de différents endroits en Algérie et donc nous allons démarrer cet échange autour de l'utilisation des statines dans le traitement de l'hypercholestérolémie et non pas de l'hypocholestérolémie. Là, il y a eu c'est le traitement hypocholestérolémiant, voilà, hein. Donc, on va immédiatement débuter ça. Voilà. Voilà. Alors, je crois que vous êtes tous, bien sûr, familiers maintenant des risques qui sont liés à l'augmentation du LDL cholestérol. Vous savez que le LDL cholestérol, on sait qu'il est directement lié au risque de pathologie cardiovasculaire. Et vous voyez que ici, plus on va avoir un LDL cholestérol bas, plus le risque va être bas. C'est dérivé des essais randomisés que vous voyez ici sur la ligne en rouge. C'est dérivé des populations, de cohortes. Donc c'est très probablement ce que vous avez dans votre population générale. Et vous voyez que quand on a un LDL cholestérol qui est à 1,6, eh bien on se trouve avec un risque cardiovasculaire qui est important. Et puis, si bien sûr on a une hypercholestérolémie familiale, eh bien on va se trouver avec un risque qui va être encore plus important. C'est ce qu'on voit ici sur ces courbes en bleu. Donc le LDL cholestérol, c'est vraiment notre ennemi. Et il est extrêmement important, lorsque vous regardez le bilan lipidique, de vous attacher non pas au cholestérol total, vous le savez, mais au LDL cholestérol. Vous avez ici d'autres courbes qui montrent bien le risque qui est lié à l'augmentation du LDL cholestérol. Donc, dans l'hypercholestérolémie familiale, vous voyez que ce risque va apparaître très tôt. C'est pour ça que l'on parle de charge en cholestérol, c'est-à-dire que non seulement il y a le taux de cholestérol qui est important, mais la durée pendant laquelle il a été élevé. Et évidemment que lorsqu'on a une hypercholestérolémie familiale homozygote, ce qui fort heureusement est rare, on se trouve avec une charge en cholestérol qui est extrêmement élevée, puisque depuis la naissance, on a des taux très élevés, ce qui va aboutir à des taux d'événements extrêmement importants. Vous savez que ce sont des gens qui ont des infarctus du myocarde à l'âge extrêmement jeune. Vous savez que lorsqu'il s'agit d'une hypercholestérolémie hétérozygote, eh bien, on va avoir un risque qui va être augmenté là aussi, moins, mais qui va être proportionnel à la charge. C'est-à-dire que plus on aura d'années de cholestérol élevé, ben, plus on aura un risque élevé. Et vous retrouvez ça dans la population générale, comme ici, y compris dans la population qui n'a pas d'hypercholestérolémie familiale, mais qui a une hypercholestérolémie d'autres causes. Donc le LDL cholestérol, on peut l'appeler un tueur silencieux finalement, et il faut impérativement lutter contre ces taux de LDL cholestérol. Et je vous le dirai plusieurs fois en cours d'exposé, plus tôt on va lutter, mieux c'est, parce que la charge en cholestérol va être diminuée de cette façon-là. Je reprends mon diaporama. Vous voyez ici une étude qui nous montre que à partir du moment où on diminue le taux de cholestérol, et ici il s'agissait de l'utilisation de la rosuvastatine dans l'étude astéroïde, à partir du moment où on a des taux de LDL cholestérol
qui sont très bas, eh bien, on va diminuer la progression de la plaque d'athérome. Et lorsque cette plaque d'athérome est évaluée par des études endocoronaires, d'écho-endocoronaires, eh bien, on voit clairement que le fait d'avoir diminué le taux de cholestérol va diminuer le volume de la plaque. Alors, c'est important de constater qu'il y a une corrélation, hein, que vous retrouvez ici, entre les taux de LDL cholestérol, la diminution du taux de LDL cholestérol par rapport, enfin, le taux de LDL cholestérol, pardon, que l'on a atteint par rapport à la diminution de volume de la plaque d'athérome. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est une plaque qui doit nous marquer. Plus on va atteindre des taux bas et plus on va diminuer le volume de la plaque. Et c'est exactement ce que l'on veut chez nos patients à risque. Vous avez ici ce que l'on obtient avec les médicaments, vous le savez, les anticorps monoclonaux que l'on utilise maintenant dans des cas qui sont des cas tout à fait particuliers. Ce n'est pas le cas d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous parlons des statines. Eh bien là aussi, on observe exactement la même chose. Quand on va obtenir des taux très bas, on va obtenir une diminution très importante de la plaque d'athérome. Alors, pour clarifier un petit peu les idées, on parle du LDL cholestérol et puis on parle aussi du HDL cholestérol, le bon cholestérol. Alors tout le monde sait qu'il y a une interaction qui est positive entre le fait d'avoir un taux élevé de LDL cholestérol et le risque d'accident ischémique, par exemple, de coronaropathie. Ici, vous voyez que ça va diminuer proportionnellement à l'augmentation du taux de HDL cholestérol. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune étude d'intervention qui a montré qu'en augmentant le HDL cholestérol, on pouvait diminuer le risque cardiovasculaire. Donc notre cible, ça pourrait être le HDL cholestérol, mais malheureusement, ça ne le sera pas, puisqu'il n'y a pas d'études d'intervention qui se soient montrées favorables. Et quand on s'intéresse aux triglycérides, que vous connaissez également, bien sûr qu'il est important de faire diminuer les taux de triglycérides. Vous avez ici une méta-analyse qui montre que le risque cardiovasculaire est important en fonction de l'augmentation des taux de triglycérides, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, il n'y a pas d'étude qui ait montré que la diminution des taux de triglycérides est une même efficacité que la diminution des taux de LDL cholestérol. Vous retrouvez ici cette association entre triglycérides élevés et risque cardiovasculaire. Mais aujourd'hui, même quand on utilise des oméga 3, bien sûr que c'est un adjuvant, mais on n'obtient pas le même bénéfice qu'en diminuant le LDL cholestérol. Et je voudrais terminer avec une molécule dont vous entendez parler en ce moment, qui est la LP petit a, la lipoprotéine petit a. La lipoprotéine petit a, c'est cet ensemble ici qui est lié à la particule de LDL cholestérol. Cette lipoprotéine petit a, elle est à la fois pro-athérogène, elle est pro-inflammatoire, elle est pro-thrombotique. Et aujourd'hui, il y a des travaux pour savoir si la diminution du taux de lipoprotéine petit a peut amener à de l'efficacité, mais c'est encore au stade d'investigation. Donc cette longue introduction, pour que l'on ait les idées très claires, notre cible aujourd'hui, c'est avant tout le LDL cholestérol. Bien sûr que si la molécule qu'on utilise peut au passage augmenter le HDL et diminuer les triglycérides, eh bien on prendra cet effet bénéfique. Mais le premier effet que l'on veut avoir, c'est une diminution du LDL cholestérol. Ça, ce sont les effets néfastes de la lipoprotéine petit a dont on vient de parler. Alors, il faut que vous soyez habitué à ce genre de diagramme. Vous savez que l'on utilise, bien sûr, depuis les dernières recommandations, et bien avant d'ailleurs, on utilise des scores et on va classer nos patients en patients à risque cardiovasculaire faible, modéré, élevé, très élevé. Et on va avoir des cibles ici de LDL cholestérol, toujours notre ennemi, des cibles de LDL cholestérol à atteindre, la plupart du temps sous traitement, parce que le régime seul est en général inefficace pour descendre vers des taux aussi bas, bien sûr. Donc ces cibles de LDL cholestérol, on va les atteindre en fonction du score de risque. D'où l'importance pour vous de connaître ce risque. Alors ce risque, il est basé sur un certain nombre de facteurs que l'on va revoir ensemble et sur un score. Dans la dernière version, ce score, il est calculé en fonction, vous le voyez ici, du cholestérol total. Alors vous avez 4, 5, 6 ou 7 millimoles par litre de cholestérol total, en fonction de la tension artérielle systolique, du sexe féminin ou masculin, du fait que l'on fume ou que l'on ne fume pas, et de l'âge que l'on a entre 40 et 70 ans. Et ceci va nous donner un risque cardiovasculaire à 10 ans, un risque d'accident cardiovasculaire fatal. Donc on est vraiment dans une prédiction, on va dire, qui est importante. Vous avez vu qu'elle va de 1 à 10%, 10% de risque
à 10 ans, c'est 1% de risque par an. C'est un risque qui est extrêmement élevé. Alors, comment on va classer nos patients? Ben, on l'a dit, un risque bas, un risque modéré, un risque élevé, un risque très élevé. Un risque bas, ben, c'est quand ce risque score, celui que l'on a calculé en utilisant tous les paramètres dont on vient de parler, la tension artérielle, le taux de cholestérol, l'âge du patient, le sexe masculin ou féminin, le fait de fumer ou de ne pas fumer. Quand ce risque est un risque très faible, moins de 1% par an, moins de 1% à 10 ans, eh bien on dit que le patient a un score qui est bas. Quand il est modéré, c'est un patient qui a un score supérieur à 1%, mais inférieur à 5% à 10 ans, qui est diabétique jeune, moins de 35 ans si diabète de type 1, moins de 55 ans si diabète, moins de 50 ans pardon, si diabète de type 2, avec une durée d'évolution de moins de 10 ans et aucun autre facteur de risque cardiovasculaire. Le risque élevé, ben, vous avez ici tout ce qui est listé. Vous pourrez bien sûr disposer de ces diapositives. Et le risque très élevé, c'est un patient qui a une maladie cardiovasculaire documentée, qui a un diabète avec une atteinte d'organes, microalbuminurie, rétinopathie, neuropathie, ou la présence de plus de 3 facteurs de risque cardiovasculaire, ou un diabète de type 1 qui évolue depuis plus de 20 ans. C'est vraiment des malades à très haut risque, hein, bien sûr. Un insuffisant rénal chronique sévère, un patient qui a un risque score supérieur à 10%, plus de 1% par an de mortalité cardiovasculaire pendant les 10 ans, ou un patient qui a une hypercholestérolémie familiale avec un autre facteur de risque. Vous voyez que la cible de LDL cholestérol va être de 1,16 dans cette population-là, mais qu'elle va être beaucoup plus basse. Et on termine maintenant avec 0,55 grammes par litre de LDL cholestérol comme cible et une baisse de plus de 50%. C'est notre objectif quand on a un très haut risque. Donc on est vraiment là euh, en train de pouvoir calculer un peu de façon mathématique le risque de nos patients et de mettre en regard de façon aussi mathématique la cible de LDL cholestérol que l'on veut atteindre. Alors, les statines, c'est le cœur évidemment du traitement de l'hypercholestérolémie. La rosuvastatine est une des statines les plus efficaces. C'est d'ailleurs la statine la plus efficace, on va y revenir. Elle a quelques avantages pharmacocinétiques. Le premier, c'est qu'elle a une demi-vie qui est longue. On va voir tout à l'heure que quelquefois, on peut être amené à donner des demi-doses 1 ou 2 jours dans la semaine. Ce n'est pas du tout la posologie qu'on va utiliser en général, mais chez les patients qui ont des myalgies très sévères, on peut être amené à le faire. Avec une demi-vie longue, on peut le faire. Avec une demi-vie courte, si vous le faites, ben, votre maladie n'est absolument pas protégée. L'intérêt aussi de la rosuvastatine, c'est qu'elle est très peu métabolisée, ce qui fait qu'il va y avoir très peu d'interactions médicamenteuses, y compris d'ailleurs avec des médicaments qui agissent sur le cytochrome P450. Elle a aussi une faible fixation protéique, donc peu d'interactions avec des médicaments qui pourraient la déplacer de la fixation protéique. Donc on va dire que globalement, c'est une molécule qui a une pharmacocinétique qui est favorable par rapport à ce que l'on souhaite, c'est-à-dire à faire baisser ce taux de LDL cholestérol de façon pérenne et prévisible, prédictible, comme on dit maintenant. Vous voyez ici, si on la compare avec d'autres statines, que la rosuvastatine, elle existe à des dosages de 5, 10, 20, 40. Elle n'existe pas à 80 parce qu'elle est tellement efficace qu'on a à 40 une efficacité qui, vous allez le voir, est supérieure à celle de la torvastatine ou de la simvastatine 80. Hein. Et vous voyez que, voilà, ben, en général, on commence à arriver dans des zones de puissance qui sont tout à fait acceptables à partir du moment où on est à 10, plus importante à 20 et très importante à 40, mais également, il existe la rosuvastatine 5. Alors, la rosuvastatine, quand vous allez l'utiliser, ben, il faut quand même que vous ayez en tête, et ça c'est important toujours quand on discute avec les patients, il faut quand même que vous ayez en tête ce qu'elle est capable de faire. Eh bien, dans ce travail, qui est le travail Jupiter, qui est un de ceux qui est le plus fréquemment utilisé, enfin utilisé, celui auquel on se rapporte le plus souvent, qui était un travail qui s'intéressait à l'effet de la rosuvastatine chez des patients qui avaient une augmentation de la protéine C-réactive, donc un certain degré d'inflammation. La rosuvastatine était utilisée à une dose qui n'est pas très très élevée, et vous voyez que l'endpoint primaire, donc l'objectif primaire de l'étude, qui était une association d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus du myocarde, d'accident cardiovasculaire majeur et de mortalité toute cause, est diminué de 44%. C'est-à-dire que vous diminuez de moitié cet endpoint à partir du moment où vous avez des patients sans pathologie cardiovasculaire qui reçoivent de la rosuvastatine avec cet objectif de LDL cholestérol
qui est cité ici. Et pour chacun des éléments du critère composite, eh bien, vous avez une diminution très significative, même pour chacun des éléments ici, mais également pour le critère composite. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui nous montre que la rosuvastatine, c'est redoutablement efficace. Euh, Si on continue à s'intéresser aux effets de la rosuvastatine, eh bien, on voit que quand on va comparer les effets de la rosuvastatine chez des patients qui ont une pathologie cardiovasculaire, ici en orange, ou chez des patients qui n'ont pas de pathologie cardiovasculaire, eh bien la rosuvastatine est extrêmement efficace dans les deux groupes. Vous voyez que elle est extrêmement efficace ici quand elle est utilisée toute seule pour atteindre les taux de LDL cholestérol en monothérapie, hein, bien sûr, et également quand on l'associe à l'ézetimibe et quand on va la comparer aux anti-PCSK9 qui, vous le savez, sont utilisés de façon rarissime. Bien sûr que là aussi, on aura une grande efficacité. Mais vous voyez que ici, statine plus ézetimibe, on est pas mal. Et ici, comme toujours, avec la statine seule, dans 50% des cas, on règle le problème. Donc je crois que c'est quand même quelque chose qu'il faut absolument avoir en arrière-pensée quand on discute avec les patients. On leur donne un médicament. Il faut qu'on se souvienne de la mortalité très importante qu'ils ont à cause de leur hypercholestérolémie. C'était mes premières diapositives. Et puis, il faut qu'on sache que l'on va pouvoir la faire diminuer de moitié cette hyper-LDL cholestérolémie chez ces patients en utilisant une statine aussi puissante que la rosuvastatine. Voilà. La rosuvastatine, vous voyez ici à la posologie de 10, quand elle est comparée à 40 mg d'atorvastatine, elle fait pareil en termes de réduction du LDL cholestérol. Et quand on utilise la 20, on est à 50 à 50% de diminution du LDL cholestérol, comme avec la torvastatine 80. Donc c'est quand même redoutablement efficace comme molécule. Et si vous êtes intéressé à l'HDL cholestérol dont on a parlé tout à l'heure, si vous êtes intéressé aux triglycérides, eh bien vous aurez un effet également sur ces molécules-là et qui est absolument important quand on le compare avec d'autres effets comme la rosuvastatine, la simvastatine, la torvastatine. Eh bien on se rend compte que l'effet est très élevé en termes d'augmentation, enfin est très élevé, fait partie des meilleurs en termes d'augmentation du HDL cholestérol et de diminution des triglycérides. Vous voyez ici que quand elle est comparée avec la rosuvastatine 40, quand la rosuvastatine 40 est comparée pardon, avec l'atorvastatine dosage maximal, c'est-à-dire 80, eh bien vous avez une efficacité dans ces études ici qui est supérieure, hein. Vous voyez que c'est une efficacité qui est supérieure. Si ça avait été atorvastatine, on aurait été de ce côté-là. Et vous voyez que c'est quasiment sans appel, hein, parce que les plus grosses études, celles qui sont représentées par le plus gros carré ici en vert, l'étude Polaris, eh bien elles montrent une différence significative. L'étude radar également. L'étude lunar ici également. Ces études moins importantes sont des études qui montrent une différence qui est également conséquente, mais qui est à la limite de la significativité. Vous avez ici l'effet en association avec les éthymibes. Vous savez qu'on peut quelquefois être amené à associer une statine et de l'ézetimibe. Et vous voyez que le 50% que vous avez d'action des statines, qui est un petit peu le plafond de verre qu'on ne peut pas dépasser de toute façon avec les statines en général, il est très nettement dépassé quand vous associez. Vous arrivez à du moins 70%. En gros, vous gagnez 10-15% de plus sur le LDL cholestérol quand vous allez associer les éthymibes. Donc, une molécule très efficace et encore plus efficace si vous avez besoin de le faire lorsque vous associez les éthymines. Donc voilà un petit peu, moi, ces éléments. Je voudrais aussi vous passer quelques éléments d'utilisation des statines en pratique. Je ne sais pas comment est votre pratique, on en parlera tout à l'heure au cours de la discussion, mais c'est vrai que on a l'habitude de dire qu'on va d'abord commencer par du régime, hein, bien sûr, vous le savez, pendant une durée de 3 mois. En général, on n'atteint pas du tout notre cible de LDL cholestérol et on va commencer à donner notre statine. Avec l'adage qui est de commencer par une dose faible. Alors, par exemple, si c'est de la Rosuva, on peut commencer à 5 ou à 10 et d'augmenter ensuite. Cet adage, aujourd'hui, il est un petit peu remis en question et on se demande s'il n'est pas utile d'emblée de frapper fort et d'aller vers une posologie un peu plus importante. Ce qui fait que moi, globalement, il est très rare chez mes malades qui sont des malades relativement graves que je commence à 5. Si je commence, c'est au moins du 10 ou au moins du 20.
Les myalgies. Les myalgies, je ne sais pas comment sont les patients algériens, mais les patients français, eh ben, il est très rare que vous leur donniez des statines sans qu'ils reviennent en vous disant j'ai mal. Alors, ils ont mal, mais en fait, ils ont 70 ans ou 60 ans, ils ont des pathologies rhumatologiques, ils ont, vous savez que les douleurs, c'est quand même quelque chose qui est assez subjectif, donc c'est un petit peu difficile. Alors, ce qu'il faut leur dire, c'est que la prévalence des myalgies sous statine, elle est vraie, hein, ce n'est pas du tout une vue de l'esprit, mais ce n'est pas 100%. C'est entre 10 et 20%. Donc, c'est quand même pas énorme. Et les rhabdomyolyses, qui évidemment sont extrêmement graves, n'existent que dans 3 cas sur 100 000. Donc, ça, c'est des chiffres qu'il faut absolument leur donner parce qu'il ne faut pas qu'ils aient comme ça cette phobie de la statine et que finalement, ils perdent le bénéfice du médicament en l'arrêtant. Il y a des facteurs de risque de myopathie, donc de pathologie musculaire sous statine, l'âge, plus on est âgé, le sexe féminin, un indice de masse corporelle bas, les gens qui sont maigres, minces, donc, l'origine asiatique, bon, mais ça ne nous concerne pas aujourd'hui, la consommation d'alcool ou de drogue, j'espère que ça ne concerne qu'une petite partie de nos patients. L'hypothyroïdie non traitée, l'insuffisance rénale, ça par contre, c'est pas exceptionnel, et hépatique. L'obstruction des voies biliaires, ben, évidemment, on sait que le métabolisme du cholestérol est très dépendant, et celui également de la HMG coenzyme réductase, et l'exercice physique intense, la carence en vitamine D, des antécédents de myalgie sous statine ou fibrate, et des maladies musculaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les myalgies sous statine sont dose dépendantes. Vous allez voir tout à l'heure qu'on va proposer un schéma qui va permettre de s'en affranchir en diminuant un petit peu les doses, hein. Mais également, ça va dépendre des propriétés pharmacologiques d'une statine à l'autre. Et c'est pour ça que quelquefois, quand on a des myalgies sous une statine, on va quelquefois proposer d'aller à une autre statine. Et vous ne devez pas doser les CPK systématiquement. Vous devez les doser uniquement s'il y a des facteurs de risque de myalgie, comme on vient de le citer précédemment. Euh, voilà ce que l'on propose en général. Quand vous allez doser vos CPK chez les malades donc, qui ont des myalgies modérées, intenses ou un peu plus élevées, et c'est uniquement chez eux que vous doserez les CPK, ou bien chez ceux qui ont des facteurs de risque, si l'augmentation des CPK est faible, eh bien, on va proposer dans un premier temps d'arrêter la statine pendant 2 à 4 semaines. J'ai bien dit 2 à 4 semaines. Vous revoyez vos patients, sinon ils vont perdre le bénéfice des statines, ils vont l'arrêter définitivement. Si les symptômes persistent, eh bien, on va reprendre les statines parce que ça n'a rien à voir avec les statines. Si on améliore les symptômes, on peut éventuellement passer à une autre statine. On peut essayer 3 statines comme ça de façon successive, ou bien utiliser une dose un peu plus faible, ou bien travailler de façon séquentielle. Et là, ça n'est possible qu'avec la torvastatine ou surtout la rosuvastatine, parce que la durée de vie et la demi-vie est longue avec ces médicaments. Donc vous allez pouvoir avec ces médicaments-là sauter des prises et proposer par exemple de passer un jour sur 2. C'est des petites recettes, mais ce sont des recettes qui marchent bien et que je vous conseille d'utiliser. Si les myalgies sont plus importantes, je vous rappelle que c'est des myalgies des ceintures en général, hein, les ceintures qui font mal, avec une augmentation des CPK supérieure à 4 fois la normale, mais inférieure à 10 fois la normale, là vous arrêtez 6 semaines, ou jusqu'à la disparition du symptôme, et soit vous diminuez enfin vous pouvez faire une alternance de statine, vous utilisez à petite dose, ou utilisez la stratégie séquentielle. Soit malheureusement, si les symptômes persistent à l'arrêt, ben, si les symptômes persistent, c'est que ce n'était pas la statine et on va aller rechercher une myopathie. Et d'ailleurs, il faut aller rechercher une myopathie quand on a une augmentation des CPK qui dépasse 10 fois la normale. Donc vous voyez que ce sont des situations qui sont des situations rares, mais il faut avoir ça dans la tête. Ce sont des stratégies à bien connaître quand vous prescrivez les médicaments. Moi, j'aime beaucoup les médicaments efficaces. Les statines en font évidemment partie, particulièrement la rosuvastatine, mais j'aime bien aussi l'utilisation raisonnée des médicaments. Euh, Deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est l'interaction avec les transaminases. Les transaminases, elles doivent être dosées avant l'instauration de la statine et ensuite 3 mois après, et puis ensuite annuellement. Il ne faut pas s'inquiéter si vous avez une augmentation modérée et transitoire, c'est assez fréquent et vous allez voir ce qu'on va en faire. Et bien sûr, malheureusement, si l'augmentation est plus importante, on peut avoir à interrompre la statine. Alors, quand vous avez quand vous avez une cytolyse modérée avec une augmentation de la statine de moins de 3 fois
la normale avant de débuter votre traitement et qu'il n'y a pas d'hépatopathie, pas de stéatose non alcoolique, hépatique, eh bien, vous pouvez y aller, hein, vous donnez de la statine. Cette fois-ci, moi, je vous conseille de partir à petite dose, sous surveillance des transaminases. Et si on a une cytolyse qui fait dépasser 3 fois la normale, eh bien, on fera un bilan étiologique, bien sûr, auprès d'un gastro-entérologue. Quand vous surveillez vos transaminases au bout de 3 mois, soit il y a une cytolyse modérée, moins de 3 fois la normale pour les transaminases, pas d'hépatopathie évolutive, vous continuez votre statine et vous surveillez. Et si par contre vous avez une cytolyse qui dépasse 3 fois la normale, eh bien là, vous recontrôlez une semaine plus tard. Et si ça continue, eh bien vous êtes obligé d'arrêter votre statine et d'envoyer votre patient chez le gastro-entérologue parce qu'il y a probablement une toxicité hépatique, mais sûrement une hépatopathie sous-jacente. Le diabète de type 2, vous savez qu'on dit que les statines peuvent favoriser l'apparition de diabète de type 2. C'est très rare, hein, c'est 0,5% des cas. Surtout chez des patients qui ont un risque de diabète de type 2, c'est-à-dire souvent nos patients qui vont recevoir les statines, surpoids, obésité, syndrome métabolique, etc. Et comme le bénéfice de la statine dépasse très largement le risque de faire un diabète, ça dépasse de façon extrêmement importante, vous devez bien sûr recommander les statines. Je vous rappelle que si vous traitez 255 patients pendant 4 ans, ça a été montré dans une étude, vous aurez un diabète, mais vous aurez évité 6 décès. Décès. Donc c'est vraiment une incitation à ne pas vous focaliser sur le diabète. Bien sûr qu'il faut surveiller la glycémie de façon annuelle sous statine, mais absolument pas se focaliser là-dessus. C'est important ça, parce que vos malades, ils sont sur Internet toute la journée. Ils savent qu'on peut avoir des myalgies. Ils savent qu'on peut avoir des augmentations de transaminases. Ils savent qu'on peut avoir du diabète. Vous devez leur remettre les idées en place à partir de données très simples, celles qu'on vient de dire, que vous connaissez, j'imagine, enfin, dont on pourra reparler encore pendant la discussion. Et puis, souvenez-vous qu'il n'y a pas que les lipides. Moi, je termine toujours comme ça avec mes patients. Je leur dis, OK, moi, je vais vous donner un médicament contre les lipides. C'est extrêmement efficace, mais il n'y a pas que ça, hein. Vous savez très bien que l'obésité, ben, c'est pas bien. Vous savez très bien que l'inactivité physique, c'est pas bien. Et puis, vous avez ici une liste, évidemment, de tous les facteurs de risque qu'il faut, la consommation d'alcool, etc., qu'il faut évidemment éviter en association avec ce traitement hypocholestérolémien. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et je suis bien sûr à votre disposition pour les questions. Je vais arrêter mon diaporama et je suis à votre disposition. Est-ce que vous m'entendez? Oui, professeur, on vous entend. Donc, je pense qu'on a des questions là dans la salle d'attente. Alors, c'est Euh, vous qui les posez, Salma, les questions? D'accord, vous pouvez aussi les lire, hein. Donc, on va choisir des questions. Il y a Dr Yasmina Bouziani. Alors, je n'ai pas la question, moi, je l'ai pas en lecture, là, je ne sais pas si. Mais vous la lisez, comme ça, c'est bien. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui. Alors, il y a Dr Yasmina Bouziani qui nous demande la rosuvastatine et insuffisance rénale. Dialyse à une dose de 40 mg est-elle toujours contre-indiquée? Oui, oui, la rosuvastatine, c'est un médicament qui est très puissant, en particulier à la dose de 40 mg. Et évidemment, l'insuffisance rénale très sévère est une contre-indication à l'utilisation des statines en général et de la rosuvastatine en particulier. Donc oui. D'accord. Docteur Naïm Abelmahi, s'il vous plaît, la place de l'oméga 3. À la place des oméga 3, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ils ne font évidemment pas baisser du tout le cholestérol, hein. Ça n'a rien à voir avec. C'est absolument pas concurrent de la prescription de rosuvastatine, bien sûr, mais ils font baisser éventuellement les triglycérides. On les utilise très peu. On les utilise dans les hypertriglycéridémies familiales avec des taux de triglycérides très élevés, supérieurs à 2,5 g ou à 3 grammes, malgré un traitement par statine. Donc, je dirais que l'important que vous traitez vos patients, c'est quand même de se réserver pour les médicaments les plus importants, ceux qu'on n'a absolument pas envie qu'ils oublient, si vous voulez. Et ces médicaments-là, eh bien, il n'y a pas photo entre la statine et les oméga 3, c'est la statine, loin devant. Les oméga 3, c'est un petit adjuvant qu'on va utiliser chez les patients qui ont des hypertriglycéridémies très sévères, malgré le traitement par statine et le régime. D'accord.
Aussi, on a une question de aussi Dr Naïma Abdelmahi. Elle a un patient qui souffre d'une insuffisance hépatique et avec une élévation du LDL. Alors, comment faire pour ce patient? Alors, à partir du moment où il y a une hépatopathie, il faut être extrêmement prudent, hein. Il faut en discuter avec le gastro-entérologue, connaître bien sûr l'étiologie de cette hépatopathie. Si c'est une insuffisance hépatique modérée, on peut, mais avec une surveillance extrêmement étroite des transaminases. Vous avez vu que, il faut être en dessous de 3 fois la normale pour démarrer le traitement. Et ensuite, il ne faut pas que sous traitement, on dépasse 3 fois la normale. Donc voilà, ça va vous limiter, mais vous allez en discuter avec le gastro-entérologue et vous allez mettre un cadre pour votre prescription de statine. Mais D'accord. c'est vrai que ce n'est pas une situation agréable. Hmm. Ouais. Alors, quelle est la statine qui est recommandée le plus, la Rosuva ou la Trova, selon les recommandations? Alors, les recommandations, ben, elles vous disent d'utiliser ben, la statine que vous voulez, bien sûr. Moi, j'ai un choix pour la rosuvastatine parce que c'est un médicament qui a une durée d'action longue, on l'a dit tout à l'heure. C'est un médicament qui est redoutablement efficace. C'est un médicament qui a très peu d'interactions. Donc, et puis, vous avez vu que quand même, il sort supérieur à la plupart des autres. Quand vous donnez un médicament, le but, c'est d'être supérieur aux autres avec le moins d'effets secondaires. Je crois qu'avec la Rosuva, on remplit bien le cahier des charges. Donc, moi, j'ai tendance a conseillé la rosuvastatine. Je ne sais pas parce que ce soir, El Kendi nous invite. C'est le médicament qu'on utilise préférentiellement, moi, en tous les cas, dans mon centre. D'accord. Il y a aussi un autre médecin. Si un patient atteint l'objectif LDL, est-ce qu'on réduit la dose, voire arrêter le traitement? Alors non, non, parce que si vous avez atteint cet objectif avec votre statine, eh bien, c'est que votre patient, il a besoin de la statine. Ce qu'il faut impérativement faire, c'est les 3 premiers mois, vous faites le régime. Au bout de 3 mois, vous voyez si vous êtes à la cible ou pas. Si vous n'êtes pas à la cible, vous êtes obligé d'utiliser la statine. Et ce que l'on peut faire quand on atteint la cible, c'est diminuer la posologie de la statine pour voir si une titration est possible. Par exemple, si vous êtes à 40 de Rosuva, vous pouvez essayer 20. Mais très probablement à 20, vous allez avoir une augmentation du LDL cholestérol. Donc vous repasserez à 40. Vous pouvez essayer de baisser, mais en tous les cas, jamais d'arrêter, puisque c'est grâce à ça que vous avez atteint votre cible de LDL. D'accord. Docteur Yasmine Abouziani, alors Atrova ou Rosuva devant une insuffisance rénale modérée? Devant l'insuffisance rénale modérée, vous êtes dans la même situation avec les deux médicaments. C'est-à-dire que vous êtes dans une surveillance extrêmement importante. Vous ne pouvez pas utiliser les doses élevées, vous utilisez les doses faibles et vous suivez, bien sûr, tout ça, en particulier la survenue de myalgie, la survenue d'une toxicité, etc. Mais il n'y a pas de choix entre les deux. Si vous voulez les deux, c'est la même chose, quoi, finalement, en termes d'élimination, etc. Donc vous pouvez utiliser la plus efficace, c'est-à-dire la Rosuva, à mon avis, Ok. prudemment. D'accord, professeur. Alors, on peut associer les fibrates avec une statine en cas de dyslipidémie mixte. Oui, vous pouvez associer les fibrates. L'association la plus courante qu'on fait aujourd'hui, c'est plutôt les étimibes, hein. Alors, je ne sais pas si vous avez en Algérie des associations déjà toutes prêtes. Nous, en France, on a l'Iptruzet, etc. Euh, c'est plutôt des associations avec les étimibes aujourd'hui qu'avec une association avec les fibrates, hein. Donc, vous risquez, en plus avec les fibrates, d'avoir un risque de myalgie, etc. L'association la plus logique, c'est quand même d'aller avec les étimibes. D'accord. Pour docteur Mohamed Hadjout, quels sont les effets des statines sur le métabolisme de la vitamine D, hein? Alors, moi, je ne suis pas un grand spécialiste de pharmacologie. Je dirais que sur un plan de la clinique, hein, sur un plan de l'utilisation en pratique, c'est une interaction, on le sait, mais c'est une interaction qui est modérée et qui ne va absolument jamais nécessiter que vous soyez obligé d'adapter les doses ou bien de donner de la vitamine D, etc. On a la chance, vous comme moi, et vous encore plus que moi, d'être dans des pays où il y a du soleil. Quand il y a du soleil, il n'y a pas de carence en vitamine D en général. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir en donnant une statine. Et il ne faut pas donner raison aux patients quand ils arrivent avec tous ces arguments-là. Docteur Abdelaziz Boulqsir, à quel âge il faut arrêter la prescription des statines en prévention primaire?
Alors, en prévention primaire, vous le savez, on se pose des questions à partir du moment, enfin, dans nos pays en Europe, à partir du moment où on dépasse l'âge de 70 ans, puisque vous avez vu que le risque score, il va jusqu'à 70 ans. Chez les patients qui ont des risques très élevés, on va maintenir, malgré le grand âge, les statines. Chez les autres, entre 70 et 80, souvent, on va diminuer. Et puis, à 80 ans, il n'y a plus de bénéfice en prévention primaire s'il n'y a pas des taux très, très élevés de LDL cholestérol. Donc deux cibles, 70 et 80 ans. Mais il peut y avoir des patients âgés qui sont encore traités s'ils ont un très haut risque cardiovasculaire. Docteur Douedi Bouayed, donc à quel moment de la journée on prend le médicament? Alors, vous savez que pendant longtemps, on a dit qu'il fallait donner le médicament le soir. Aujourd'hui, on conseille plutôt de donner le matin. Donc, moi, je vous conseille de donner le médicament le matin, ce qui est d'ailleurs pas mal parce que les monoprises, le matin, c'est là où on s'en souvient le mieux et où on a le moins de problèmes. D'accord. Et à Docteur Dahman Gibli, rosuvastatine NH. Alors, rosuvastatine et NASH, c'est de la prudence, hein. Vous avez vu que la NASH, c'est quand même une situation qu'on n'aime absolument pas. Ces malades qui ont une stéatose, en général, ils ont des taux de transat qui sont élevés. Donc, vous respectez la règle, moins de 3 au démarrage et ne pas dépasser 3 quand on est 3 fois normal, quand on est sous traitement, lorsque vous faites votre premier contrôle. Docteur Dina Kanoni, l'association rosuvastatine et ezetimibe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Excellente association, hein. Vous avez vu qu'avec la rosuvastatine seule, vous êtes à 50%, c'est-à-dire vous êtes au maximum de ce qu'on peut faire avec une statine sur le LDL cholestérol. Quand vous rajoutez votre ezetimibe, vous gagnez 10 à 15%, on l'a dit tout à l'heure. Donc, bah, moi, je suis cardiologue, donc évidemment, je vois des malades souvent en prévention secondaire avec un risque très, très, très élevé. Il n'est pas rare qu'on ait besoin d'associer pour descendre à des cibles aussi basses que celles que l'on veut obtenir dans cette population-là, le 0,55 que vous connaissez. Ok. Docteur Amel Boudoumi, quelle est la statine qui a l'AMM dans la prévention secondaire? Chez nous, ici, en prévention secondaire, on peut utiliser ben, les statines que je vous ai citées. On utilise, je le répète encore une fois, plutôt celles qui sont à haute efficacité. Mais je ne sais pas en Algérie quelle est la statine, quelle AMM. Il y a des restrictions d'AMM, je ne suis pas au courant. Normalement, vous devez avoir la même chose qu'en France, c'est-à-dire que toutes les statines ont l'AMM en prévention secondaire. La rosuvastatine, l'AMM en prévention primaire, Oui. mais les dernières recommandations, comme celle de l'ESC 2023, donc on est en train de suivre les recommandations européennes, donc ils recommandent aussi bien la rosuvastatine que l'atorvastatine. En primaire et en secondaire? Secondaire, oui. Oui, c'est ça. Oui, il n'y a pas de Oui. problème. C'est ça. Alors, il y a Dr Nourdine Asmani. Merci pour cette excellente présentation. Merci. J'aimerais savoir la différence entre APO et l'APOB. L'APO, pardon, A et l'APOB. Et chez qui on demande ces deux dosages. Les statines aussi, il pose une question, c'est les statines ont-ils un effet sur ces deux apoprotéines? Alors, non, c'est un effet relativement faible. Bon, il va falloir attendre les résultats des études, mais il y a un effet qui est faible. Alors, je ne suis pas un spécialiste, moi, de la plaque d'athérome. On sait que celle qui est extrêmement hétérogène, extrêmement pro-thrombogène, extrêmement pro-inflammatoire, c'est la POA, hein, et pas la POB. Euh, Aujourd'hui, nous, on n'a pas de dosage, si vous voulez, de la POA en pratique clinique, parce que c'est quand même quelque chose qui est très onéreux et qui n'est pas fait de façon comme ça routinière. Par contre, on le fait chez les patients qui sont à très haut risque ou bien chez les patients qui sont inclus dans des études. Donc voilà, vous, à mon avis, pour l'instant, la LP petit a, vous le gardez dans un coin de votre tête. C'est quelque chose qui va dans les années à venir peut-être être une cible, mais aujourd'hui, c'est de la culture générale. La peau B, bon, ben, vous savez qu'elle fait partie, bien sûr, de la vésicule de LDL cholestérol. Donc, toutes les deux sont pro-hétérogènes, mais on a l'impression que la POA l'est encore plus que la peau B par ses effets associés pro-inflammatoires et pro-thrombotiques. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok, docteur Saleh Aboujuref, rosuvastatine dans la prévention primaire chez les diabétiques.
Alors, rosuvastatine en prévention primaire chez le diabétique, il n'y a pas de problème, hein. Par contre, dès qu'on est chez un diabétique, on est sur des risques qui sont élevés. Donc, on a des cibles qui sont extrêmement exigeantes. Vous savez qu'à partir du moment où on a un diabète avec atteinte d'organes, on se retrouve là avec des cibles qui doivent descendre très bas, en dessous de 0,70, voire en dessous de 0,55, hein. Euh, et donc, en l'absence de diabète, ou alors avec un diabète chez quelqu'un de jeune, un diabète qui a très peu évolué, on peut éventuellement avoir une cible à 1. Donc voilà, il faut se focaliser sur le score risque et sur ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la diapositive. Je pense que mes diapositives vont être diffusées par le laboratoire. Donc voilà, vous retrouverez le diabète à l'intérieur, bien sûr, des éléments de risque cardiovasculaire. D'accord. Docteur Khadija Zouari, quels sont les objectifs LDLC chez le prédiabétique? Alors, chez le prédiabétique, il n'est pas identifié le prédiabétique comme étant un risque en tant que tel, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un risque qui est lié à ce qu'on appelle du prédiabète. Donc, vous allez appliquer ben, le score dont on a parlé tout à l'heure, le score, la classification dont on a parlé tout à l'heure, euh, en fonction des facteurs. Alors, vous allez bien sûr avoir l'hypertension artérielle, souvent le prédiabétique est hypertendu, sexe masculin, sexe féminin. Vous allez avoir l'âge qui va intervenir. Donc tous ces éléments-là, très probablement, vont être des marqueurs, vont être présents chez votre prédiabétique, mais sinon le prédiabète en lui-même n'est pas considéré comme un facteur spécifique. Je ne vous ai pas dit qu'il était important de faire une recherche d'athérome au niveau des carotides, au niveau du réseau artériel en général. Et évidemment que chez ce prédiabétique, en général, on va très vite retrouver de l'athérome. Donc de toute façon, on va avoir des cibles de LDL extrêmement basses chez le prédiabétique. D'accord. Et il y a docteur Nabil Belrobra. Est-ce qu'il y a un risque de diminuer le LDLC à moins de 0,55 grammes par litre, Alors, on a au-delà du 0,55? ouais, alors d'abord, vous diminuerez rarement en dessous de 0,55, hein, parce que déjà d'atteindre la cible, c'est très bien. Effectivement, il avait été montré à un moment que c'était une courbe en J et que si on diminuait encore, on aurait à un moment un effet négatif. On a l'impression que c'est pas vraiment une courbe en J, puisque au fil du temps, les objectifs ont diminué, ils diminuent de plus en plus et l'efficacité est toujours là. Donc j'ai tendance à dire que plus vous faites baisser, mieux c'est. Il y a certains de mes confrères, ceux qui s'occupent de la coronaropathie, qui font baisser jusqu'à 0,3, hein, quelquefois. Donc il n'y a pas de risque particulier à faire baisser plus que 0,55, mais vous y arrivez, enfin, c'est quand même rare. D'accord. Pour docteur Yasmine Yebal, s'il vous plaît, la contraception orale et les statines. Alors, contraception orale et statine, il n'y a pas de problème particulier, hein. Vous avez, bon, d'abord, heureusement, la femme jeune n'est pas la cible la plus fréquente. Le fait, bien sûr, de prendre une contraception orale, ça donne un certain risque cardiovasculaire qu'on va intégrer dans notre calcul du risque. Mais non, il n'y a pas d'interaction spécifique entre les deux. D'accord. Ça ne doit pas Les du tout lipomes modifier reflètent. votre prescription. Ça ne doit pas modifier votre prescription. Ni en plus, Ok. ni en moins. Docteur Leila Khaled, les lipomes reflètent-ils toujours des anomalies lipidiques? Non, non, le lipome, non, pas du tout. Le lipome, c'est une tumeur bénigne qui n'a rien à voir avec l'hypercholestérolémie. Par contre, les xanthomes, les xanthelasma, évidemment, oui, mais pas les lipomes. Les lipomes que vous trouvez en général dans le dos sont tout simplement des tumeurs qui contiennent qui ont un contenu lipidique, mais qui n'ont pas du tout d'association avec les hyperlipidémies. D'accord. Docteur Saleh Habouiba, est-ce qu'il y a un bénéfice de faire augmenter le HDL, cholestérol? Alors, vous l'avez vu, le HDL cholestérol, c'est étonnant, mais c'est plus un marqueur qu'un facteur de risque. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand on a un HDL cholestérol élevé, on a un risque qui est moins important, mais aucune étude n'a montré, bon, d'abord, il y a très peu de médicaments qui font augmenter le HDL, mais aucune étude montrant une élévation du HDL n'a montré une diminution du risque d'accident cardiovasculaire. Donc, c'est plus un marqueur qu'un effecteur lui-même. Et ce n'est pas en augmentant son taux que vous allez diminuer le risque de vos patients. D'accord. Et
Professeur, vous êtes là? Oui, oui, je Ah suis oui. toujours là. Oui. Alors, il y a Docteur Atika Allah, donc, qui rejoint la question qui a été déjà posée. Est-ce que dans ce cas-là, le traitement par les statines est à vie? C'est un traitement à prendre à vie. Ben oui, on l'a dit tout à l'heure, un traitement par statine, à partir du moment où vous avez une efficacité, ben on sait qu'il va falloir le continuer. D'ailleurs, dans toutes les études, c'est sur le long terme hein, qu'on a une efficacité. Donc oui, c'est à vie. Après, on peut se poser la question en prévention primaire chez un patient à bas risque, au-delà de 70 ans, voire bien sûr de 80 ans, de l'interrompre. Donc chez le patient très âgé. Mais quand vous l'avez commencé à 50 ans, vous partez il faut le dire au patient, c'est un médicament qu'on n'arrêtera pas. Sauf, je D'accord. dis, en prévention primaire chez le patient très âgé. Toujours avec les questions. Donc, on a Docteur Abdelaziz Boulqser. À quel âge faut-il dépister les hypercholestérolémies familiales, hétéro ou bien homozygotes? Alors, dès que vous avez la possibilité de faire un bilan lipidique, vous le savez, si on a un LDL cholestérol qui dépasse 1,9, on va pouvoir, on va pouvoir on va aller faire ce dépistage d'hypercholestérolémie familiale. Alors, l'homozygote, bon, ben, l'homozygote, malheureusement, vous n'aurez pas à la dépister parce qu'elle se sera déjà manifestée à un âge très jeune par des accidents cardiovasculaires très graves. Donc ça, il n'y a pas de dépistage. Et pour l'autre, le dépistage, c'est à partir de l'âge adulte et particulièrement quand vous dépassez 1,9 de LDL. LDL. D'accord. On a une question. Qu'est-ce qu'il faut faire devant un taux d'HDL qui est faible chez un patient avec une insuffisance cardiaque? Rien, rien. Un taux d'HDL faible, c'est pas un marqueur suffisant pour débuter un traitement. On a des cibles de LDL, on n'a pas de cible d'HDL. Vous faites rien de particulier et l'insuffisance cardiaque n'est de toute façon pas un facteur de risque en soi de pathologie cardiovasculaire. Après, ça dépend de pathologie hétérogène, je veux dire. Après, ça dépend de la cause, évidemment, de l'insuffisance cardiaque. Si c'est une coronaropathie, ben oui, mais là, on est en prévention secondaire. Et puis, c'est le LDL qui nous intéresse, pas le HDL. D'accord. On prend, je pense, une dernière question. Docteur Nesrine Ait Oudia, est-ce que la présence de plaques d'athérome au niveau des troncs supraortiques est une indication de rosuvastatine malgré un LDL qui est dans l'objectif et à quel dosage? Alors, si vous êtes dans l'objectif, il n'y a pas d'indication. Mais sinon, en général, ces malades sont des malades qu'on va considérer comme étant des malades ayant une atteinte cardiovasculaire. Donc, on va basculer dans du risque élevé ou du risque très élevé. Et donc, on va aller vers les cibles, comme on l'a dit tout à l'heure, inférieures à 0,7 ou même inférieures à 0,55. Donc, quand vous faites votre écho-Doppler, ben, en arrière-pensée, vous avez cette idée de dire que si il montre des plaques, vous allez aller vers un objectif de LDL cholestérol très bas. Je profite pour D'accord, rappeler, puisqu'on a terminé les questions, que vous avez par contre un petit questionnaire juste après, là, quand on aura terminé, à remplir pour pouvoir interagir avec le laboratoire Alkendi. d'accord. Voilà, je pense que les idées sont Voilà, claires. donc, chers participants, oui. Donc, il y a d'autres questions, mais on va essayer de voir avec les médecins là. On va essayer de vous envoyer les questions au privé, si vous pouvez répondre. Donc, et on va contacter les médecins avec des réponses. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc, chers participants, je pense qu'on arrive à la fin de notre webinaire sur la rosuvastatine dans la prévention cardiovasculaire. Nous tenons vraiment à vous remercier pour votre participation. On remercie également professeur Jean-Claude Desharou pour sa présentation détaillée et les précieuses informations partagées. Et comme vous le savez, les laboratoires Alkindi, on est engagé dans la formation médicale continue en vous accompagnant. Donc, nous espérons vraiment que ce webinaire vous a été utile. Donc, merci à tous pour votre participation et à bientôt pour nos prochains événements. Excellente journée à tous. Je remercie le laboratoire Alkendi également. Et je trouve que le format est un bon format, pas trop long, des questions, c'est très important pour l'interaction. Merci, professeur. Je vous dis au revoir à tous et à toutes, à Au toutes revoir. et à tous. Au revoir.